Voilà, je suis très heureux d'être ici. J'étais venu ici le 17 mai dernier, donc il y en a peut-être qui étaient déjà là. Levez la main, ceux qui m'ont déjà subi. Ouais, d'accord, ok. Et donc j'étais venu vous parler un peu de la France, de la mer, du retour stratégique, etc. et votre place de militaire dans la société. Et en fait, j'avais rencontré le patron de l'IX à ce moment-là, et on avait commencé à essayer de voir ce qu'on pouvait faire ensemble entre Polytechnique et l'École navale, et c'est là qu'on a vu l'idée de cette 18e édition de la Journée des sciences navales. Donc c'est une institution de l'École navale, mais qu'on a décidé de déplacer, de faire hors les murs, dans une école militaire. Et rien de mieux qu'une école dont la devise est « La patrie, les sciences et la gloire » ne pouvait correspondre à cette ambition. Donc je remercie beaucoup l'École Polytechnique de s'être associée à cette édition, donc des JSN Nouvelle Génération, de l'avoir accueilli. Puis je remercie également Naval Group qui soutient cette JSN et qui est un partenaire fiable et qui donne une dimension, on va dire, concrète, scientifique à cet événement. Alors quel est le point commun entre l'IX et la marine ? Entre un politicien et un bordache. Alors, on pourrait d'abord parler de la scolarité. Alors, levez la main ceux qui ont fait leur stage dans la marine, que je repère. D'accord, donc on a quelques amis quand même. Et ceux qui vont rentrer dans la marine. D'accord, il y en a. Donc, félicitations. On vous attend. On vous attend. J'espère que ce que je vais vous dire va vous convaincre que vous faites le bon choix. Alors, au mois de mai, j'avais insisté sur la militarité de l'école, vue de ma passerelle. Je vous avais dit, et je le rappelle, que, et ça se vérifie partout, il n'y a pas de système vivant sans un système de défense. Et cette école en a été le cœur, elle est née pour ça. C'était l'intuition de Napoléon, de comprendre que science et gloire étaient associées au destin de la nation. Et c'est pour ça que cette école est restée militaire. Vous savez très bien que ça a été des débats, c'est un peu un serpent de mer, mais en tout cas, les gens qui président à la destinée de votre école ont réaffirmé l'importance de sa militarité assez récemment. Alors, je ne vais pas vous parler de grand fond, parce que je pense qu'on vous a rebattu les oreilles toute la journée, et que, bon, j'espère que d'ailleurs, vous serez pas, enfin, ça vous a intéressé. Vous sortez d'une journée entière à ce sujet, mais donc je voudrais conclure la journée pour prendre un peu de hauteur et vous dire pourquoi la marine, et plus généralement les armées, la nation, ont besoin d'ingénieurs, d'officiers et d'hommes et de femmes à la tête bien faite dans le domaine scientifique. Alors, dans le cas de la mer, ça vient assez simplement. Dans le domaine militaire, la problématique du fait technologique a bien été posée par Foch, un de ces polytechniciens qui ont redressé l'armée pendant la Première Guerre mondiale. Donc, ils étaient nombreux, vous les connaissez, Joffre, Fayolle, Monoury, et donc ces maréchaux qui ont fréquenté les mêmes bancs que vous dans d'autres locaux, mais en tout cas dans la même école. Et Foch disait « Nous, les terriens, nous avons des armes pour équiper nos hommes. Vous, les marins, vous avez des hommes pour armer vos bateaux. » Et donc, le fait maritime, être en mer, c'est en fait le bateau, et le bateau, c'est la technologie. Donc il y a une espèce de renversement qui s'opère en fait dans le métier de mer. On retrouve à peu près la même chose dans l'aviation, c'est-à-dire que l'objet permet d'investir l'espace. Pour l'armée de terre, c'est l'homme qui investit l'espace, et on va lui donner les moyens de se défendre. Donc la philosophie est un peu différente. Et donc cette citation de Foch illustre pour moi parfaitement le lien très structurel qu'il y a entre la marine et le fait technologique. Et je vais revenir un peu sur le milieu naval. Il a 3 caractéristiques. Il est hostile, par essence, il est fluide, il est dual. Alors il est hostile parce que pour naviguer, pour voler, pour plonger, eh bien en fait il faut maîtriser la physique. Il faut s'affranchir de la gravité ou se protéger de la pression, du froid, de l'obscurité, du sel, des tempêtes. On a dû vous parler de la stratégie ministérielle des fonds marins avec un objectif 6000 mètres. À 6000 mètres, il y a 600 bars de pression. Donc aller à 600 bars, ce n'est pas à la portée du premier venu. Les hublots du Nautile, le sous-marin de l'Ifremer, dans lequel on a mis un officier de marine qui est de Deepest Submariner, enfin, c'est un sous-marinier, oui, c'est un sous-marinier qui a fait ça, de Deepest Submariner, parce que vous savez que les sous-marins, ils plongent à P. Voilà, qui a été sur sous-marin là ici? Voilà, donc ils connaissent. Vous avez bu votre verre d'eau salée à P. Bon, P est en secret. Bon, P, c'est pas 6000 mètres, hein, parce que c'est déjà assez technologique de descendre à P. Mais donc descendre à 6000 mètres, les hublots du Nautile, ils font 15 cm d'épaisseur. Voilà, et c'est une bulle en titane, enfin, c'est assez compliqué. Donc voilà, pour aller dans les océans, c'est de la technologie. Et une des particularités de la technologie, c'est qu'en fait, elle définit l'usage. C'est parce que vous avez construit l'objet que vous pouvez accomplir la mission. Et l'usage définit le droit.
la technologie définit l'usage, l'usage définit le droit. C'est ça qui est très particulier dans les 3 espaces communs qui sont la haute mer, le cyberespace et l'espace exo-atmosphérique. Donc il y a vraiment quelque chose de très consubstantiel entre la technologie et ce que nous faisons. Alors, une des particularités de ce milieu hostile et donc des Global Commons, c'est qu'ils sont peu réglementés parce qu'effectivement, il faut avoir la technologie pour y aller. Ça ne s'improvise pas, ce n'est pas n'importe qui peut y aller, même si aujourd'hui, il y a une forme de démocratisation. Mais le premier qui exploitera des nodules polymétalliques à 6000 mètres deviendra propriétaire. Il va pouvoir créer des mines qui n'appartiennent à personne et qui seront que à lui. Donc on pourra opposer peut-être des réglementations internationales, le code minier, mais c'est le premier qui va faire le truc, qui va en devenir le propriétaire. Elon Musk n'a pas acheté des orbites sur lesquelles il envoie des satellites. En revanche, on est sûr qu'il les revendra. Donc c'est vraiment le Far West. C'est-à-dire qu'on y va avec sa femme, son chariot et son Remington, on tue 2-3 Indiens, on plante les piquets, on est propriétaire. Voilà. C'est ça l'espace commun. Donc la technologie, en fait, vous donne la propriété d'un certain nombre de choses, par l'usage. Donc c'est la bataille des espaces communs. Et là-dedans, le facteur technologique est réellement fondamental. Et ça vaut pour les 3 espaces communs, ça vaut pour l'espace exo-atmosphérique, et vous voyez avec le New Space, on le voit dans le numérique, pas besoin de vous le démontrer, et c'est vrai aussi dans l'espace maritime, avec un véritable réinvestissement des fonds marins. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit, c'est un milieu fluide. C'est un milieu qui est sans frontières. Il n'y a pas de montagne, pas de vallée. Bon, il y a évidemment de la géographie, hein, il y a des fonds, il y a des resserrements, des caps, des détroits, mais globalement, on peut transiter de manière continue dans le même milieu d'un bout à l'autre de la planète. Et le réchauffement climatique va rouvrir des voies encore plus importantes. On pense que d'ici une quinzaine d'années, la voie nord, qui permettra de passer de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, va permettre de gagner 30% de délai entre Amsterdam et les ports chinois. Donc c'est un milieu fluide où il n'y a pas de frontières. Et en mer, la technologie est donc déterminante pour aller plus vite et plus loin. Toutes les avancées technologiques en mer ont concentré le temps et l'espace. Et donc c'est un milieu, les milieux fluides, ces espaces communs, sont des milieux de la fulgurance. Nelson, au XVIIIe siècle, disait déjà « Time is everything. 5 minutes make the difference between victory and defeat ». Et aujourd'hui, si on devait la réécrire, je dirais 5 millisecondes font la différence entre la victoire et la défaite. Je vous explique. On a fait un tir l'année dernière sur un missile qui va à Mach 3, dans un exercice OTAN qui s'appelle Formidable Shield. Donc on a tiré sur un missile qui allait à Mach 3 avec un Aster 30. Les délais de détection font qu'on va détecter la vitesse et l'altitude font qu'on va détecter l'objet à peu près à 40 km autour du bateau. Compte tenu de la vitesse de l'objet, en fait, les tours d'antenne se mesurent en kilomètres. Et donc, pour pouvoir détecter plus loin le missile, on commence à connecter des bateaux. Mais ce qui compte pour les connecter, c'est le délai de rafraîchissement entre les bateaux. Si on passe par un Syracuse, c'est un satellite géostationnaire, le délai la latence est de l'ordre de 500 millisecondes. Et donc 500 millisecondes, ça fait des kilomètres. Si on fait la connexion entre les bateaux avec des satellites d'Elon Musk, en basse orbite, à 1200 km, on a des temps de latence qui sont descendus d'un facteur 10 de 50 millisecondes. Et donc ça se traduit par des kilomètres pour mieux protéger les bateaux, pour mieux engager, pour avoir une solution de tir beaucoup plus tôt. Voilà. Et donc le milieu maritime, ces milieux communs, c'est la fulgurance. Alors, c'est ce qui donne des caractéristiques qui n'ont pas changé sur le combat naval. Le combat naval, il est rapide, destructeur et décisif. Rapide, bien, la première bordée de Trafalgar, je citais les Anglais, ça a fait 400 morts du premier coup. Le croiseur Hood prend un tir dans sa soute en 1941 du Bismarck. C'est 1400 hommes qui sont morts en 2 minutes. Il n'y a pas eu de survivants. Il est destructeur. Le combat naval se gagne par l'attrition et il fait couler l'ennemi. Les Anglais, pendant la guerre des Malouines, ont perdu un bateau par jour dans ce qu'on a appelé la Bomb Alley, au milieu de la guerre des Malouines. Donc quand ils ont commencé à rentrer entre les 2 îles pour faire leur débarquement, ils perdaient un bateau par jour. Voilà. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis c'est un combat décisif. Et là aussi, j'en reviens à la technologie. C'est-à-dire que c'est long et compliqué et cher de construire des bateaux. Donc quand vous l'avez perdu, à la guerre, vous mettez 20 ans à revenir. Il faut 20 ans pour former un commandant de sous-marin. Et il faut à peu près 20 ans pour construire un grand programme de bateaux.
Donc celui qui a perdu ses 5 bateaux, il a construit 5 frégates, il a perdu, on les a coulés, ben, rendez-vous de 20 ans plus tard. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est un combat qui est vraiment décisif par le fait que, en fait, il va provoquer des bascules. Et donc c'est mon troisième point, c'est que le combat naval produit en fait une véritable bascule de poids stratégique, parce que c'est tellement long d'y revenir que quand vous avez gagné pour longtemps, quand vous avez perdu pour longtemps. Vous ne pouvez pas dire on va réarmer des gens, on va leur donner des soldats, on va leur donner des fusils. Si vous voulez, la bataille navale en mer Noire a été assez vite pliée en fait. Mais les conséquences de long terme sur plus de marine ukrainienne et ce qu'il y a comme marine russe, on est parti pour très longtemps. La mer, c'est un milieu dual. C'est un milieu où donc, les usages se côtoient. Et vous qui êtes dans une école d'ingénieurs, vous savez très bien, en fait, la technologie, elle n'a pas de couleur. On peut tout à fait l'utiliser dans le monde civil et dans le monde militaire. Et donc, dans ces espaces qu'on est en train de réinvestir, et réinvestir principalement avec des technologies civiles, en fait, le militaire côtoie le civil. Et c'est l'usage presque qui fait la différence. C'est-à-dire que le même objet peut avoir une vocation militaire et une vocation civile. On le voit sur les satellites d'observation, on le voit sur les câbles sous-marins, on le voit aujourd'hui sur les capteurs distribués. On peut faire à la fois du militaire et on peut en même temps faire du civil. Et donc ces deux mondes se nourrissent mutuellement. Donc je vous donne 2 exemples. Sur les fonds marins, l'oil and gas et le monde des câbles, on a dû en parler aujourd'hui. Eh bien en fait c'est à la fois des moyens de transmission de données et puis ça peut aussi être des moyens de détection. Sur la propulsion nucléaire, c'est pareil. On a commencé par le militaire avec Rickover, qui était un amiral américain. Il a servi 63 ans dans son job. Hein. Il a fait 1918-1982. Et il a pris la tête de l'organisation militaire qui s'appelle la Nuclear Power Division de l'US Navy. Et en même temps, il était à la tête de la Division Reactor Development of Atomic Energy Commission, qui était l'ETF américain. Donc la mer est un espace technologique. Et elle s'impose d'autant plus à nous qu'elle est un moyen de supériorité et de performance, et nous le vivons régulièrement dans la marine. Alors, le contexte dans lequel on est, et je crois que pour ceux qui m'avaient entendu il y a quelques mois, le contexte dans lequel nous sommes, c'est un contexte de profonde bascule géopolitique, avec un ordre mondial qui est en train vraiment de vibrer sur ses bases, voire certains domaines en train de s'écrouler. Et de ma passerelle, ce que je constate, c'est un profond et rapide réarmement naval. Le taux de croissance des marines des pays perturbateurs se mesure à 3 chiffres et de ceux qui suivent à 2 chiffres. Alors on peut dire évidemment, je pense à la Chine, mais si on regarde plus proche de nous, des pays comme l'Algérie, l'Égypte ou la Turquie ont des croissances de la taille de leur marine qui est de l'ordre de 20 à 50% en 10 ans, alors que nous, on est flat. On va rester à un niveau qui ne va pas énormément changer. Et donc on se retrouve, nous, les marines occidentales, c'est vrai pour les Américains, les Britanniques, les Français, les Européens, dans un système où pendant des années on a bénéficié d'une véritable supériorité technologique, numérique, intellectuelle. On avait tout ce qu'il fallait pour gagner. Et là, brutalement, on devient challengé par des gens qui ont des armes de niveau à peu près équivalent, qui ont accès à la technologie civile comme nous, et qui en plus ont la masse. Ils sont plus nombreux. Ils ont le dernier croiseur type 55 chinois, il a 120 lanceurs verticaux, quand le Ticonderoga n'en a que 96. Donc il a déjà une supériorité de 10%. Donc l'effort que j'ai demandé aux marins, à la Marine nationale, c'est de se préparer au retour du combat naval. C'est-à-dire d'essayer de reprendre cet effort qu'on avait abandonné pendant un certain nombre d'années en se disant, en fait, on a des trucs pour se défendre, mais enfin bon, on ne pressent pas de grandes batailles navales. Là, aujourd'hui, vu le nombre de flingues que tout le monde construit, c'est une hypothèse de travail qui paraît raisonnable. Donc reprendre la préparation du retour du combat naval, ça ne veut pas dire forcément que c'est nous qui allons le livrer. On va peut-être le subir déjà. Et puis il faudra peut-être l'accompagner chez des partenaires, chez des alliés, pour leur donner les moyens de gagner. Donc c'est un effort intellectuel assez important pour passer d'un monde où on avait la supériorité en mer et où le problème c'était de transporter de la puissance de la mer vers la terre, c'est le concept américain de from the sea, à un système où en fait maintenant c'est war at sea. C'est-à-dire que c'est en mer que des choses sérieuses vont se passer. Et quand je discute avec mes camarades américains, on est passé de l'horizontale, donc de la translation de la puissance de la terre vers la mer, de la mer vers la terre, à un système où en fait c'est vertical, ça va se faire dans des bulles qui vont de l'espace au fond marin.
Et c'est la capacité à intégrer tout ça qui va donner l'avantage. Et donc, un des aspects du retour du combat naval, c'est de réussir à ne pas décrocher techniquement. On est un peu guetté par le décrochage technique. Les grandes années de décroissance des budgets des armées françaises, mais c'est celle des armées européennes, c'est celle des États-Unis, c'est celle globalement du monde occidental qui avait estimé qu'il avait gagné la guerre de manière définitive en 1991, avec la fin de l'Union soviétique. Eh bien, en fait, le risque, c'est le décrochage technologique. Et donc, ça nous amène, outre l'investissement intellectuel de quel genre de combat on va mener, et donc de la partie tactique, d'avoir un haut niveau d'exigence sur le degré de connaissance de nos systèmes. Trent Hone, qui a écrit un très bon livre qui s'appelle Learning War, démontre que la fusion du corps des officiers de ligne et du corps des ingénieurs a permis à l'US Navy, à l'aube du XXe siècle, de créer le terreau favorable pour pouvoir passer de la voile et la vapeur au combat de nuit dirigé par des radars pendant la bataille de mer de Corail en 1943. Et donc, c'est la fusion, en fait, le rapprochement entre les scientifiques, les ingénieurs, les officiers de marine, quelle que soit leur affectation dans les soutes du bateau ou à la passerelle, qui a créé ce terreau qui a permis de reprendre de l'avance technologique. Et à la fin des années 40, en 1945, la marine américaine avait atteint à la fois la suprématie technologique, technique et tactique. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, le défi. Alors, on n'a pas rien entre les mains. Et même si derrière, on est un pays qui a un peu les passions tristes, on a, de manière continue dans l'histoire navale française, on a toujours eu des ingénieurs qui nous ont donné une véritable supériorité. Pendant la bataille de la Chesapeake, il y a 150 ans, on avait l'artillerie de Gribeauval. Gribeauval, c'est un ingénieur qui a donné une artillerie extrêmement puissante qui permettait de démater. Donc, au lieu de couler, on dématait, on coupait la mobilité. C'était intelligent parce qu'elle était moins lourde que la grosse artillerie à couler. Et donc, elle a fait des merveilles pendant la bataille de Chesapeake. C'est l'histoire de l'atome dans la marine, après les échecs de la première filière, qui était une filière à l'eau lourde. On est passé au PWR, ça a été l'affaire du PAT, du prototype à terre. Et en quelques années, on a su rebondir d'un énorme échec pour pouvoir construire le prototype à terre et faire le premier SNLE. Et c'est ce qui nous a conduit à choisir pour nos nouveaux bâtiments de ravitailleurs de force des noms de polytechniciens. Donc Polytechnique est honorée dans les 4 futurs bateaux qu'elle construit. Le premier, le Jacques Chevalier, c'est le père de la propulsion nucléaire. Le deuxième, c'est Jacques Stoskopf, qui est un ingénieur maritime qui a été déporté et qui est mort. Donc c'est un résistant à l'Orient. Émile Bertin, c'est un ingénieur intéressant puisque c'est lui, en fait, qui a inventé le caisson Bertin et c'est lui qui a construit la marine japonaise. Il est parti au début du siècle et en fait, il a permis à la marine japonaise de faire un essor formidable. Un moment où en fait, il n'y avait pas beaucoup d'argent en France. Lui est parti avec son cerveau en Asie et donc il a permis à la marine japonaise de croître, bon, avec le succès qu'on connaît. Ça s'est pas forcément bien terminé pour eux. Et puis Gustave Zédé, c'est le père du Gymnote, le premier sous-marin français. Alors, et vous, les polytechniciens qui êtes ici, que faire pour la marine de demain? Alors, je vous donne 2 conseils. Le premier, c'est de choisir l'innovation, et le deuxième, c'est de muscler votre cerveau. Choisissez l'innovation. Une partie des problèmes qu'on va avoir à résoudre militairement, une large partie, ne sont pas dans les livres. La guerre de demain n'a pas été écrite. C'est ceux qui vont la faire qui vont l'écrire. Et donc, il faut avoir au fond de notre ADN, la capacité à faire face à la contingence et à l'incertitude. Le général de Gaulle dit, en fait, le fond de la guerre, c'est la contingence. C'est finalement s'adapter. C'est être capable de pouvoir, en fonction de ce qu'on a sur son établi, inventer le truc qui marche. Une des bascules très importantes de la guerre de 14, c'est l'arrivée des corps de polytechniciens dans les unités. Le général Nivelle, qui est bien connu, donc c'était un artilleur, et c'est lui qui a fait faire à l'armée de terre des progrès considérables dans le domaine de l'artillerie. Il y a Michel Goya, si vous ne l'avez pas lu, a écrit un bouquin qui s'appelle « De chair et d'acier », qui raconte comment l'innovation technologique, due à votre école notamment, a permis de prendre de l'avance et fait partie de la victoire de la Première Guerre mondiale. Alors l'innovation, c'est très difficile, ça a toujours été difficile, et c'est pour ça qu'il faut des gens courageux, il faut des gens persévérants, parce que quand on innove, on bouscule.
On bouscule son chef qui pense que tout est bien, vous lui expliquez qu'on peut faire mieux. Ça bouscule les gens qui ont des budgets, qui avaient prévu de donner de l'argent à autre chose. Ça bouscule vos collègues qui pensent que vous voulez vous hausser du col et passer devant, etc., etc. Donc c'est toujours compliqué. Il y a dans la revue américaine Proceedings, il y a l'histoire du char. L'histoire du char, il vient des États-Unis. C'est des fermiers qui s'embourbaient dans leurs champs, qui ont inventé la chenille. Ils ont discuté avec des mineurs pour transporter des gros minerais dans des endroits boueux. Ils ont rencontré un officier de marine qui leur a dit qu'on pouvait mettre une tourelle sur un truc avec des chenilles, parce qu'il avait l'expérience, merci Trent Hone, déjà de ces premiers développements qu'on mettait sur les bateaux. Et donc c'est devenu le char. Ils ont été voir les états-majors américains, qui leur ont dit « Vous êtes complètement idiots, on s'en fout, votre truc ça va à 3 km/h, ça tire 2 pélos toutes les 10 minutes, c'est pas intéressant, on préfère le cheval, ça va beaucoup plus vite. » Voilà. Ils ont fini par imposer le char, mais ça a été assez long. Et l'article raconte comment ça a été difficile. Donc l'innovation, c'est une perturbation, et donc il faut des gens courageux. L'idée que l'innovation est quelque chose de facile est vraiment une mauvaise idée. Elle est conceptuellement fausse. Toute innovation passe par les 5 étapes du deuil, la surprise, le déni, la colère, et puis la recherche d'alternatives, et enfin l'acceptation. Voilà, je parle pour ceux qui résistent, hein. Je ne parle pas pour ceux qui le font. Voilà. J'ai cité le maréchal Foch tout à l'heure, vous retrouverez dans des archives, mais vous l'avez peut-être à l'école, il dit « Les avions sont des jouets intéressants, mais n'ont aucune utilité militaire. » Voilà. Donc il n'a pas eu raison surtout. Voilà, plus proche de nous, on a pris un certain retard sur les drones parce qu'on a pensé que, pour plein de raisons, pour tirer une bombe, un avion devait avoir un pilote à bord. On sait aujourd'hui que voilà, le drone permet de le faire dans un certain nombre de circonstances où on n'a pas besoin du pilote. Alors, il y a un risque sur la technologie, et vous qui êtes dans une école de pointe, je me permets d'insister dessus. Ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous êtes une école militaire. C'est-à-dire que tout ça, il faut que ça corresponde à une finalité. Parce que sinon, on fait des trucs beaucoup trop compliqués. Alors, j'ai un exemple, il est dans l'US Navy. On a eu la collision de l'USS McCain, qui est une frégate de type Harley Burke, en 2017. Il était en Asie, où il y a quand même beaucoup de trafic, et de nuit, il est rentré dans un cargo. Il y a eu 10 morts. Le bateau a failli couler. Et le compte-rendu d'enquête dit « C'est le désir d'intégrer des nouvelles technologies qui ont conduit à un système trop complexe. » Parce qu'en fait, le barreur avait un système complètement automatisé d'écran tactile, etc., pour les modes de la barre. Et en fait, en le tripotant, il l'a mis en avarie, il ne savait pas l'utiliser dans les modes dégradés. Donc le bateau était en avarie de barre, il est rentré dans un cargo. Bon, et quand on regarde le système, les Américains disent oui, on a fait un truc super intelligent, mais est-ce qu'on en avait besoin? Parce que de toute façon, on a un barreur, donc autant lui donner les commandes. Et en tout cas, pas dans des trucs trop compliqués. Donc, pour pouvoir piloter en fait cet écart, en tout cas se prévenir de la fascination technologique, il faut la confrontation au réel. Ça, c'est extrêmement important. Werner von Braun, qui a permis le programme Apollo, hein, c'est lui qui a conçu les fusées américaines du programme spatial, dit « One good test is worth a thousand expert opinions ». Essayez, essayez, essayez. Voilà, donc c'est l'objectif de la démarche que nous avons mise en place. On a signé un accord cadre avec la DGA en fin d'année 2022. On a signé un accord cadre dont le but est, dans nos grands exercices, ceux qui sont les plus compliqués, les plus challenging, de pouvoir embarquer de la technologie pour pouvoir développer des cas d'usage, pour pouvoir aller tester des idées. Donc si on a des ingénieurs qui nous disent « Tiens, on pourrait faire ça avec un nouveau fusil à tirer dans les coins », on va aller vérifier qu'il marche de nuit, de jour, malgré le roulis, la salinité, etc., etc. Et puis réciproquement, on peut avoir des officiers de marine qui se disent « Tiens, si j'avais un outil qui me permettait de faire ça, ça me donnerait une réelle avance et je pourrais faire beaucoup mieux ». Et donc on a inventé ça pour pouvoir permettre le mélange entre les ingénieurs, et notamment ceux de l'industrie, ceux de la DGA, et les officiers de marine dans des exercices assez compliqués. Deuxième conseil, je vous l'avais dit, musclez votre cerveau. J'ai vu récemment, c'était la semaine dernière, une petite vidéo que vous retrouvez sur YouTube d'Étienne Klein, le physicien, qui dit, et ça m'a beaucoup fait réfléchir, il dit « Plus un objet est complexe, plus il est facile de l'utiliser sans le connaître. » Je répète, plus un objet est complexe, plus il est facile de l'utiliser sans le connaître. La technologie nous éloigne de la science qui la rend possible. Ça, c'est intéressant pour vous. Alors, vous avez sûrement discuté de ChatGPT, hein, pour faire vos devoirs, avec la question de est-ce qu'il faut l'interdire ou pas. Moi, à titre perso, je pense qu'il ne faut pas l'interdire. Je pense qu'on n'aura pas le choix que de dominer ce truc-là. Donc, il faut le connaître. Donc, il faut l'utiliser. Pour le connaître, il faut l'utiliser. Et donc, il faut voir quels sont les biais. Comment est-ce qu'on peut détecter une copie faite par ChatGPT? Est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT contre ChatGPT? Voilà, c'est quoi le plagiat? C'est quoi l'intelligence? C'est quoi la plus-value qu'on peut mettre dans un papier qu'on fait pour son chef? Est-ce qu'il y a une partie, effectivement, qu'on peut automatiser? Est-ce qu'il y a une partie où il faut mettre du jus de cerveau?
Donc, c'est réellement important de penser à ça et on compte sur vous pour nous apporter, en tout cas, des éléments de réflexion là-dessus. Aujourd'hui, vraiment, une des questions importantes, c'est d'être capable de penser l'impensable, de penser les disruptions. La guerre, c'est le lieu de la disruption. Et il faut qu'on fasse avec ce qu'on a, et même quand on a des fonctions en moins. Et donc, la pensée est au cœur de l'action. Il n'y a pas d'action sans pensée. La fin de la pensée, c'est la fin de l'action. Ça, je crois que c'est important, c'est-à-dire que tout ce qu'on a lâché, tout ce qu'on fait en automatique, on a débranché son cerveau. Et c'est pour ça que je vous dis, musclez votre cerveau. On pourrait vraiment comparer, et vous qui avez passé des concours assez compliqués, vous avez beaucoup bossé, je pense que vous voyez cette image. Moi, je compare souvent avec mes enfants qui sont en prépa. Le cerveau a un muscle, il faut faire les pompes du cerveau. Et donc, il ne faut pas se multiplier les béquilles, parce que sinon, on s'atrophie. Si on ne sait pas faire un peu de calcul mental, si on ne sait pas mémoriser des trucs, ben finalement, on devient un légume. Voilà, et donc c'est une injonction que j'ai donnée à Naval Group, que j'ai été voir la semaine dernière, c'est ne pas sacrifier la résilience sur l'autel de la performance facile. Voilà, ça peut être très performant, mais ça peut être très fragile, et à la guerre, on a besoin de trucs qui marchent, même quand tout s'est arrêté de marcher. Alors en conclusion, vous avez peut-être vu un article du Journal du Dimanche, la semaine dernière, c'était il y a une semaine, Patrice Kane, patron de Thales, qui est un de vos grands anciens, s'est pas mal interrogé face à la vague de dénigrement qui touche les sciences et les ingénieurs. Et il a parodié un général américain, un amiral des Marines, qui disait dans une conférence dans l'université « If you want to change the world, make your bed ». Je ne sais pas si vous l'avez vu ce truc-là, c'est excellent. Et donc Patrice Kane, qui a dû voir la vidéo, dit « Si vous voulez changer le monde, devenez ingénieur ». Voilà, donc moi je le rejoins, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et donc, faites votre lit et changez le monde et devenez ingénieur. Donc les défis du monde actuel ne se résoudront pas sans votre inventivité, sans votre détermination. Vraiment, on a besoin de vous. Et je citerai dernière citation, Robert de Saint-Jean, qui est un écrivain du début du siècle. Il dit « La paix est le temps où on dit des bêtises, la guerre est le temps où on les paye ». Donc je rajouterai « Devenez ingénieur et combattant ». Je vous remercie.